Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers amis, chers invités, en vos rangs et qualités. Je suis Prudence Adianoun, secrétaire général du réseau Habitat et Francophonie et par ailleurs responsable de mission internationale à l'Union sociale pour l'habitat. J'ai l'honneur donc d'animer cette séquence internationale donc avec nos distingués invités. Bonjour à vous. L'objectif de cette séquence sera d'échanger donc sur la crise du logement que nous observons, en tout cas à l'échelle internationale. Nous croiserons nos regards sur les leviers opérationnels à activer pour justement répondre à cette crise du logement. Et enfin, nous mettrons en avant les atouts et les qualités de notre secteur du logement social français, qui est un exemple et bien sûr une référence à l'échelle internationale. Un petit mot d'introduction, je souhaite en tout cas rappeler que le mouvement HLM s'est intéressé depuis très longtemps, en tout cas à la dimension du logement social international. Nous avons été à l'origine de plusieurs réseaux. D'abord le réseau Habitat et Francophonie en 87, donc RHF est un réseau d'échange de bonnes pratiques. Et ensuite nous avons créé le CECODAS, donc qui est le Comité européen de coordination d'habitat social, que nous appelons désormais Housing Europe, donc qui regroupe les fédérations européennes de logement social dans l'Union européenne. Et donc l'USH également, sous l'impulsion de sa présidente Emmanuelle Cos, a noué des partenariats, bien sûr avec les services de l'État, mais également nos partenaires principaux, ONU Habitat et l'OIF. Et d'ailleurs, je remercie Julien Clèche ici d'avoir accueilli lors du sommet de la francophonie un événement à la Caisse des dépôts pour parler de l'innovation dans le monde du HLM. L'Union sociale pour l'habitat, c'est également un creuset d'échanges de bonnes pratiques. Nous envoyons souvent nos experts à l'international pour apporter le savoir-faire, mais nous accueillons également des délégations en France pour partager notre expertise. Et nous sommes également présents dans plusieurs groupes de travail à ONU Habitat, notamment pour valoriser notre savoir-faire. Donc voilà pour le très rapide mot d'introduction. Donc j'ai aujourd'hui l'honneur d'accueillir M. Yves-Laurent Sapoval, donc, qui est délégué ministériel pour la ville durable à l'international, donc un fidèle allié. Donc il nous parlera des tendances du logement social à l'international. Il parlera également de l'action de la France, parce que la France est très engagée sur les questions de logement à l'international. Donc nous aurons l'occasion d'en discuter. Madame Audrey Guiral-Napels, qui est de l'AFD, nous présentera le rôle de cette agence très importante, qui est donc le bras armé de l'État sur justement les politiques extérieures. Et donc, elle nous parlera de l'engagement justement de l'AFD à l'accompagnement des États dans la structuration des politiques du logement. Et enfin, M. Julien Clèche nous parlera du rôle de la Caisse des dépôts, parce qu'il est directeur du département international de la Caisse des dépôts. Il nous parlera effectivement de l'action des caisses des dépôts, parce que la Caisse des dépôts France a également des partenariats à travers le monde entier. Donc, il nous en parlera et il nous dira ce qu'il fait et l'action qui est le sien. Juste avant d'introduire ce panel, nous avons un mot de M. F. Anali, qui est donc le chef de cabinet de la directrice exécutive d'ONU Habitat. Donc sans plus tarder, nous allons écouter son petit message à notre endroit. Merci. Bonjour, c'est un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de ONU Habitat. Le logement est bien plus qu'un toit au-dessus de nos têtes. C'est une condition essentielle pour la dignité humaine, la stabilité sociale et le développement économique. Pourtant, presque 3 milliards de personnes dans le monde vivent encore dans des logements précaires ou inabordables. La crise mondiale du logement continue de s'aggraver, poussée par l'urbanisation rapide, les inégalités et les effets du changement climatique. À ONU Habitat, nous considérons l'accès au logement abordable comme une priorité mondiale et un droit fondamental. Conformément au nouvel agenda urbain et à notre nouveau plan stratégique 2026-2029, nous travaillons aux côtés des États et des villes pour transformer l'accès au logement en une réalité concrète. Nos récents engagements visent précisément à faire du logement une priorité partagée dans toutes les régions du monde et en Europe en particulier. Nous développons un partenariat renforcé avec la Commission européenne afin de soutenir les politiques de logement, d'encourager des investissements durables et de promouvoir des solutions innovantes. Dans ce cadre, nous développons
également des collaborations avec les villes de Paris et de Nairobi autour de la création d'un hub du logement social, une plateforme dédiée à l'échange d'expériences et l'élaboration de solutions concrètes en matière de logement social. Notre action se concentre sur renforcer les cadres législatifs et politiques pour accroître l'offre de logements abordables, mobiliser des mécanismes de financement innovants afin que les familles à faible revenu puissent accéder à un habitat décent, promouvoir des solutions durables et résilientes au climat, adaptées aux réalités locales, soutenir les villes dans la planification et l'amélioration des établissements informels afin de laisser personne de nos côtés. En parallèle, ONU Habitat assure le secrétariat du groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur le logement convenable. Actuellement, précédé par la France et le Kenya, cette année, le groupe a choisi parmi ses priorités de se concentrer sur le logement social. Les discussions ont mis en évidence des défis partagés. Érosion de parc social après de vagues de privatisation, pression foncière et financière, manque de données et de continuité institutionnelle, ainsi que la nécessité d'intégrer résilience climatique et inclusion dans les politiques de logement. Mais elles ont aussi révélé des tendances positives. Le rôle croissant des villes dans l'innovation et le financement, en particulier à travers la gestion et la mobilisation de foncières, la montée des modèles coopératifs et communautaires, et la priorité donnée à la rénovation et à l'efficacité énergétique de parcs existants. Ces enseignements offrent une base pour orienter les politiques et renforcer l'action collective en faveur du logement social. Le logement abordable n'est pas seulement une politique sociale. C'est un investissement stratégique pour la cohésion sociale, la résilience urbaine et la prospérité des nations. Il constitue un pilier du nouvel agenda urbain et une priorité transversale du nouveau plan stratégique de l'ONU Habitat, aligné sur l'agenda 2030. Les défis sont grands, mais les solutions existent. Ensemble, gouvernement, collectivités, secteur privé, société civile et partenaires internationaux, nous pouvons transformer les droits au logement et en réalité pour tous. ONU Habitat est pleinement engagé à travailler avec vous pour faire du logement abordable une priorité nationale, européenne et mondiale. Je vous remercie. Merci à ONU Habitat pour ce message très encourageant. Donc nous allons donc sans plus tarder laisser la parole à M. Yves-Laurent Sapoval. Je rappelle que vous êtes délégué ministériel pour la ville durable à l'international. Donc avec vous, nous allons rappeler les engagements de l'État français à l'international et ce que nous faisons avec nos partenaires, notamment la réunion des ministres, également ce que les acteurs du logement, en tout cas, ont attiré de l'expertise à l'international. Merci. Il faut appuyer. Non, c'est bon. Merci de l'invitation. Merci à tous d'être là. C'est très impressionnant d'avoir tout ce monde ici. On avait eu une session sur l'international il y a quelques années au congrès HLM et c'était beaucoup plus clairsemé. Comme je suis tendance à être un peu bavard, je mets mon machin pour calculer les 6 minutes qui me sont allouées. Et comme ça, dès que ça sonne, je m'arrête de parler pour que les autres aient le temps de parler. Donc en effet, on a une action internationale. La France a une action internationale sur le domaine de la ville durable de manière générale depuis plusieurs années. La ville durable, c'est un sujet assez vaste. On va concentrer les choses sur peut-être nos deux priorités qui sont le bâtiment et le climat d'un côté et le logement de l'autre. Deux priorités qui jusqu'à il y a peu de temps finalement étaient très peu prises en compte. Je vais commencer par la première, le sujet du bâtiment et du climat. Avant la COP 21, peu de gens parlaient du sujet du bâtiment et du climat.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les Anglais disent l'éléphant dans la pièce, je ne sais pas comment on peut dire. C'est un truc qui est présent et dont personne ne parle en réalité. 30% en gros, 30% des émissions de gaz à effet de serre. Bon, le sujet, on ne va pas rentrer dans les calculs, hein, c'est plus ou moins que ça en fonction de la manière dont on calcule. Mais on parlait pas de ça. Donc à la COP21, on a monté une coalition qui s'appelle l'Alliance mondiale pour le bâtiment et le climat et qui regroupe l'ensemble des partenaires au niveau mondial pour réfléchir, qui sont disposés à agir et à réfléchir sur le sujet. Il y a maintenant une soixantaine de pays et 290 partenaires qui sont tous les grands partenaires institutionnels, dont le réseau Habitat et Francophonie en particulier. Et puis, petit à petit, on a réussi à faire prendre de plus en plus d'engagement aux gens dans le cadre des COP climat en particulier, jusqu'à l'organisation l'année dernière, au mois de mars 2024, du premier Forum mondial pour le bâtiment et le climat à Paris, qui a donné lieu à une déclaration commune des 60 gouvernements, qui s'appelle la déclaration de Chaillot, que je vous invite à aller regarder sur l'Internet, et qui pose un certain nombre de principes, fait état d'un certain nombre de préoccupations sur le sujet du bâtiment et du climat, notamment des préoccupations en matière de logement, mais aussi des principes pour avancer dans le bon sens tous ensemble et des engagements des gouvernements. Et parmi les préoccupations, une des préoccupations exprimées est qu'il n'y a pas suffisamment d'argent investi dans le logement, mais aussi qu'on continue à investir globalement dans le monde dans des bâtiments qui ne sont pas adaptés au climat. Voilà. Ça, c'est donc le premier grand pilier de notre action. Ce pilier, donc la déclaration de Chaillot, elle va être suivie à la COP 30 par la mise en place au niveau ministériel d'un conseil intergouvernemental pour le bâtiment et le climat, et qui, cette année, à la demande de la présidence brésilienne, sera orienté sur le sujet du logement et de l'habitat, et du logement abordable et durable, pour lier ces deux notions de manière très, très nette dans l'agenda international. Alors, le deuxième sujet qui fait objet de notre priorité, c'est le logement. Donc là aussi, croyez-le ou non, ONU Habitat, qui était l'agence des Nations Unies chargée des établissements humains, s'occupait peu de logement. Donc nous avons pris l'initiative de pousser une résolution et de pousser ce sujet au sein d'ONU Habitat en disant qu'on voulait remettre le logement, disons l'église du logement au milieu du village d'ONU Habitat. Ce travail mené pendant plusieurs années a finalement donné lieu à une résolution qui s'appelle Logement adéquat pour tous, qui a été donc adoptée en 2023, si je ne me trompe pas. Et cette résolution a permis de mettre en place un groupe de travail intergouvernemental qui se tient et que nous coprésidons actuellement avec le Kenya pour faire en effet avancer le sujet du logement au niveau international. Et cette chose avance. Je crois qu'il y a eu, je ne sais pas si finalement il a eu lieu ou pas, mais il me semble qu'il devait y avoir un petit déjeuner avec une déclaration commune à l'Assemblée générale des Nations Unies hier matin ou ce matin, je ne sais pas. Qui aussi porte ce sujet du logement. Ce sujet est un sujet qui, finalement, à force d'y travailler, prend une importance de plus en plus grande dans les instances internationales, et probablement aussi parce que le sujet est de plus en plus criant. Je ne sais pas. J'étais, y compris au sein du G7, par exemple, vous savez, bon, le G7... pas forcément, c'est un endroit où il n'est pas forcément très facile de discuter. Les gens ont parfois des avis un peu différents, mais il y a une chose qui a fait consensus, c'est que le sujet du logement était un sujet central. Et donc cette année, la présidence canadienne a dévolu sa présidence du groupe développement urbain durable au sujet du logement. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que nous menons comme action. S'il y a des questions, des choses comme ça, on pourra éventuellement y répondre et donner toutes les précisions qu'il faut. Mais voilà, je pense qu'on arrive, à force un peu d'opiniâtreté, à mettre ces deux sujets
la durabilité du bâtiment et le logement au sein de l'agenda international, avec pas mal de succès. Une chose probablement significative en ce moment, c'est que ces deux sujets se rejoignent. C'est-à-dire qu'on travaille sur le climat et les gens disent « mais le climat c'est bien beau, fin du mois, fin du monde ». Ok, j'arrête. Non, je termine la phrase. Le climat c'est bien beau, fin du mois, fin du monde, le logement vous ne pouvez pas avoir des surcoûts, etc. On est obligé de leur expliquer que en fait, le logement durable, ce n'est pas des surcoûts sur le long terme, en fait. De la même manière, dans le domaine du logement, dans la définition actuelle du logement adéquat, il n'y a pas la durabilité environnementale. Il y a un certain nombre de critères et pas la durabilité environnementale. Et là aussi, les gens commencent à se dire aussi que ça ne sert à rien de fabriquer des logements qui ne sont pas durables. Voilà. Merci beaucoup, cher Yves Laurent. Donc, je vais sans plus tarder passer la parole à Madame Audrey Guérald-Pelst. Donc, je rappelle que vous êtes responsable de la division développement durable, logement et aménagement à l'Agence française de développement. Donc, présentez-nous un peu déjà ce que c'est que l'AFD. Et ensuite nous parler de votre action, notamment en matière d'accompagnement des États dans la structuration de la politique du logement. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin et d'avoir l'occasion de parler de la question du logement à l'international. Je vais faire comme mon camarade Yves Laurent, je vais me mettre un petit chrono. Comme ça, je suis sûre de respecter aussi le temps de parole. En un mot, l'Agence française de développement, pas forcément très connue dans une instance comme celle-ci. Pour la faire très courte, on est une banque, on est un peu la petite cousine, les petits cousins internationaux de la Caisse des dépôts. On a comme mission de financer dans les pays d'Afrique, du continent sud-américain et en Asie, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable et qui accompagnent la transition bas carbone des territoires, qui accompagne aussi l'économie solidaire. Je vais revenir un tout petit peu par rapport à ce qui a été dit. Il y a une introduction très claire du représentant d'ONU Habitat. C'est le thème de la table ronde et puis c'est un thème qui agite ces discussions ici pendant 3 jours, la question de la crise du logement. De quoi on parle quand on parle de crise du logement mondial? Si je le dis de manière un peu provocatrice, il faudrait déjà qu'il y ait un peu un secteur dans certains pays du logement pour que ce secteur lui-même soit en crise. Car la réalité, c'est déjà qu'il y a très très peu de construction, il y a très très peu de filières, il y a très très peu de production de logements, encore moins de logements abordables dans de nombreux pays du Sud. Le représentant d'ONU Habitat citait un chiffre qu'on peut retenir. Il manque à peu près 3 milliards d'unités de logement. Rapporté au cas du continent africain, les estimations, c'est à peu près 400 millions d'unités de logement qu'il faut produire par an pour répondre aux besoins de la croissance démographique. Parmi les chiffres assez frappants, il y a aussi le nombre d'habitants qui aujourd'hui vivent dans ce qu'on appelle, selon la définition, selon les cas, quartier précaire, quartier informel ou autrement dit bidonville. Il y a 1 milliard d'habitants aujourd'hui dans des bidonvilles. Je m'arrête un tout petit peu sur ce point pour vous dire que l'un des grands défis, c'est que en Asie et en particulier sur le continent africain, la ville qui se construit aujourd'hui, c'est une ville qui se construit par ces quartiers informels. Pour vous donner un ordre de grandeur, la part de logements formels qui est produite en Afrique aujourd'hui pour répondre à la demande, c'est 10% des besoins. Donc ça veut dire que vous avez 90% des logements aujourd'hui, 90% de la ville qui se fait via de la construction informelle. Alors, évidemment, c'est des données saisissantes et Yves Laurent l'a très bien expliqué. Paradoxalement, ce n'est pas un sujet qui, pendant pas mal d'années, a été au cœur de l'agenda international, voire au centre de l'agenda international, même si on est nombreux à être convaincus, et je pense que ce n'est pas ici qu'il faut le dire, que c'est un sujet central. Et c'est important d'analyser un petit peu les causes aussi, de pourquoi il y a aussi peu de production de logements, pourquoi c'est aussi compliqué. Et c'est important pour nous, puisque nous, on est un bailleur de fonds pour financer des projets de logement. Voilà. Quels sont les freins en un mot, je vais le dire, parce que ça va me permettre de vous dire un peu ce qu'on fait derrière. Les principales raisons qu'on identifie, c'est quand même dans beaucoup de pays l'absence de politique publique structurée. C'est quelque chose qui est très très fort en Europe, l'absence de politique publique structurée, donnant un cadre à la fois au développement urbain, à la mobilisation de foncier pour produire du logement, donnant un cadre financier solide permettant la mobilisation soit de l'épargne privée, soit des banques,
permettant de bancariser les futurs accédants à du logement. Et l'absence aussi découlant de tout ça finalement de filières de production. C'est-à-dire que c'est quand même très compliqué de lancer des filières de production, tu le disais Yves Laurent aussi, des filières de production qui vont faire du logement durable et du logement efficace quand ces premiers éléments ne sont pas réunis. Donc ça fait un moment qu'on travaille et la France a pris des engagements assez récemment justement sur comment mieux accompagner cette problématique de la crise du logement mondial. Nous, on a lancé une initiative à l'AFD qui vise à épauler l'ensemble qui, en fonction des demandes, puisqu'on a énormément de demandes sur le sujet, il y a énormément de pays qui veulent travailler sur cette problématique de la crise du logement, épauler nos partenaires à mieux y répondre, en les aidant à structurer leur politique publique, en leur délivrant en fait très simplement de l'appui en ingénierie de projet, de l'appui à la définition de leur politique publique et de l'appui à la mise en œuvre de programmes qui seront finançables par le secteur bancaire local, évidemment, mais finançables aussi par le secteur bancaire international. On travaille aussi beaucoup, ça a été présenté, sur évidemment la question du plaidoyer international et de faire monter ce sujet à l'agenda, de mobiliser aussi les États sur l'importance qu'il y a, ça a l'air évident quand on le dit en Europe, mais l'importance qu'il y a à investir dans le secteur du logement, ne pas le voir comme un secteur de coût, mais bien un secteur d'investissement pour un pays en termes de retombées économiques et de retombées sociales. Si j'ai des photos qui s'affichent, je vous montre juste un petit peu concrètement ce que ça peut donner et ce à quoi ça peut ressembler de travailler sur le financement du logement abordable. Je vous emmène en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, qui est un continent sur lequel plusieurs pays travaillent depuis longtemps sur la question des politiques publiques du logement. On est en Équateur. L'Équateur est un des pays assez remarquables en matière de politique publique, puisque c'est un des pays qui a une vraie politique publique sociale de l'habitat, qu'on accompagne depuis maintenant 2019. C'est un programme qui s'appelle Casa para Todos et qui a contribué à permettre la production de 220 000 logements abordables. Il y a du logement qui est construit en zone plutôt rurale, qui est du logement construit 100% sur subvention. Je pense que quand je dis ça au Congrès HLM, ça vous questionne tous sur le modèle économique que ça veut dire derrière. Il y a du logement en zone urbaine qui est aussi 100% subventionné et on accompagne, nous précisément, l'État de l'Équateur sur travailler sur des modèles financiers, rechercher des modèles de péréquation et ils avaient une forte demande sur travailler sur des modèles de la location-accession. Parce que je ne l'ai pas dit, mais la question du locatif social, en fait, est un sujet qui est assez peu porté. Les politiques publiques et internationales sont beaucoup tournées sur la question de l'accession. Nous, on plaide beaucoup pour intégrer la question du locatif et intégrer cette notion de parcours résidentiel que permet le locatif. Donc voilà un peu en Équateur. C'est un programme donc, qui se déroule depuis au moins 5 ans. Il est accompagné, c'est une politique publique qui est globale, c'est ça qui est intéressant dans la démarche qu'a l'Équateur. C'est un pays qui on n'a pas travaillé que sur la notion de production de logement, on a travaillé sur aussi la notion avec eux de solvabilisation de la demande, donc avec une partie du projet qui concerne l'aide fournie aux ménages pour qu'elles puissent être en mesure de payer leur logement. Et d'autres photos que je vous montre rapidement dans une ville qui est assez connue, qui s'appelle Curitiba, au Brésil. Et on a travaillé sur la mise en sécurité des habitants d'un quartier de Curitiba qui s'appelle Cachimba. On avait des habitants qui vivaient dans le lit de la rivière. Et là, on a travaillé avec eux sur des problématiques de relogement, avec la construction de logements hors du lit de la rivière, avec le déplacement des populations. C'est des programmes qui sont extrêmement compliqués à mener, extrêmement ambitieux, dans des États où on n'a pas forcément de cadre réglementaire autour du relogement. Mais c'est des habitants qui ont été sortis de l'informel et de l'insalubrité vers des logements neufs, sécurisés, durables. Donc ça, pareil, c'est des programmes qui sont assez longs à mettre en œuvre, mais ça a quand même permis de reloger plus de 2000 personnes. Et ça permet aussi pour nous de travailler avec le Brésil sur leur modèle de gestion du logement social en accession, notamment parce qu'ils travaillent avec des modèles qui ressemblent à ce qu'on connaît en France sur les modèles des coopératives. Donc on soutient aussi ce volet des politiques publiques. Merci beaucoup. Merci infiniment André, merci pour cette présentation en tout cas du rôle de l'AFD et de votre action à l'international.
Monsieur Julien Clèche, bonjour à vous. Vous êtes directeur du département international de la Caisse des dépôts, donc un acteur principal du financement de l'urgence sociale en France. Vous avez une action aussi internationale. Donc en 3-4 minutes, présentez-nous un peu votre action avec vos partenaires internationaux. Merci Prudence. En effet, on est bien connu dans ce cadre Caisse des dépôts pour ce qu'on fait en France, mais moins connu pour ce qu'on fait à l'international. Et pourtant, c'est quand même une dimension importante du groupe Caisse des dépôts, à la fois par le groupe lui-même, qui réunit plusieurs entités qui ont une forte exposition à l'international, mais ce n'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais aussi par la coopération que nous entretenons avec nos homologues. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel des caisses de dépôt, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il y en a une quinzaine, mais elles sont en Afrique. Et elles sont inspirées du modèle français, qui, je le rappelle, est né il y a pratiquement 210 ans, l'année prochaine. Et elles sont basées sur ce modèle qui est de mobiliser des ressources domestiques privées. Alors on pense essentiellement à l'épargne, mais pas que, pour réinvestir ces moyens, ces ressources dans le développement du pays, développement économique, social et environnemental. Et c'est dans ce cadre-là que nous, depuis un certain nombre d'années, avec ces caisses de dépôt qui sont essentiellement en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, qu'on travaille sur ce qui est au cœur de l'action des caisses de dépôt et qui c'est assez similaire entre les caisses françaises et les caisses d'Afrique. C'est souvent le développement économique, le développement local et la question du logement. Tout le monde ne s'en est pas saisi, mais en tout cas, elle est une priorité pour tout le monde. Elle est une priorité parce que, comme tu l'évoquais, Prudence, et c'était le titre de cette session, c'est une crise mondiale. Au nord comme au sud, on est tous confrontés et évidemment les contextes sont très différents, mais les caractéristiques sont assez similaires. C'est la pression sur le foncier, c'est la question du coût de l'investissement, c'est la question des politiques publiques. Et donc sur tous ces enjeux-là, il y a un besoin d'échanger, de partager les expériences et c'est ce qu'on fait avec nos homologues des caisses de dépôt en les accompagnant sur à la fois l'expérience française qui est quand même ancienne. Évidemment, on a un modèle, nous, assez unique et les acteurs ici réunis au congrès HLM le connaissent bien, ce modèle singulier du fonds d'épargne, c'est-à-dire adossé à l'épargne des Français pour financer le logement social. Nos partenaires africains n'ont pas forcément la chance d'avoir la masse que représente le livret A, mais on travaille avec eux pour identifier d'autres ressources qui permettent de venir financer, de trouver des mécanismes de financement innovants pour répondre à ces enjeux qui l'ont été évoqués par le représentant de UN Habitat et Yves Laurent et Audrey, de pouvoir fournir un logement, puisque c'est un enjeu de développement économique, de stabilité sociale et de bien d'autres enjeux. Donc on est réunis au sein d'un forum qui s'appelle le Forum des caisses de dépôt et depuis 15 ans, on fêtera le 15e anniversaire l'année prochaine. On travaille beaucoup sur ces sujets et on a aussi fait le constat que, on se parle entre nous, mais qu'il fallait qu'on retisse des liens avec l'écosystème. Et c'est pour ça que depuis l'année dernière, on a aussi revenu de manière plus active au sein du réseau Habitat et Francophonie, dont la Caisse des dépôts avec l'USH était l'un des membres fondateurs en 1987, comme tu le rappelais, pour justement remettre ça en mouvement dans l'espace francophone, mais aussi au-delà, avec les initiatives portées par la France à l'international, et de se voir quelles sont les solutions. En France, je crois qu'on a, et les différents acteurs qui sont présents au congrès USH, il y a une capacité d'innovation, de solutions pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Donc il y a un enjeu de les valoriser, de les partager, mais aussi de s'inspirer nous-mêmes de ce qui se fait ailleurs. C'était tout le sens d'aller voir ce qui se fait au Québec, de ce qui se fait au Sénégal, à Dakar, de ce qui se fait chez nos voisins belges, etc. Donc de vraiment cette dimension de partage, encore une fois avec nous qui avons un modèle, et je crois que c'est aussi intéressant plus largement dans ces débats qu'il y a sur le financement du développement et des transitions. On manque d'argent public. La dette, on suit tous les débats. Et l'aide publique au développement est en forte baisse. Ce sont des enjeux globaux. Et il y a un modèle qui est au cœur du développement français depuis plus de 200 ans. C'est une caisse des dépôts. Et il a essaimé dans le monde. Donc il faut s'appuyer sur ces établissements qui permettent de soutenir toutes ces belles politiques publiques. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Julien. Et puis, on va vous redonner la parole pour, en 30 secondes, nous dire Ça marche. Une idée forte, en tout cas, que vous jugez utile pour justement répondre à cette crise du logement. Donc en 30 secondes, on fera le tour. J'enchaîne, d'accord. Exactement, en 30 secondes. En 30 secondes, je reprendrai peut-être le titre de l'atelier qu'on avait animé l'année dernière. C'était comment innover et coopérer dans l'espace francophone.
On arrivera à faire face aux différents défis qui sont les nôtres par l'innovation dans les techniques de construction pour qu'elles soient vraiment durables, l'innovation financière. Et là, encore une fois, là, ce que fait la Banque des Territoires avec ses partenaires du secteur du logement HLM pour trouver de nouveaux moyens de financement par une meilleure gestion de la data, de l'IA, de tous ces moyens. Donc l'innovation, et puisque j'évoquais la coopération, on a beaucoup de choses à partager, donc il faut continuer. Merci beaucoup Julien. Donc même question, Audrey, en 30 secondes, voilà. Quelle idée forte à mettre en avant pour répondre à cette crise du logement? Alors nous, on porte la conviction qu'il faut s'unir et qu'il faut emmener plus de monde sur la question du financement de ce logement. On est une banque, on essaie d'emmener nos autres camarades banques multilatérales sur ce sujet. On est convaincus qu'il faut faire du plaidoyer ensemble et on est aussi convaincus, mais je l'ai dit, et c'est une certitude, qu'il faut des politiques publiques fortes et complètes qui travaillent tous les secteurs, pas uniquement la notion de produire du logement, mais aussi de le rendre accessible, de le faire de qualité, de travailler du locatif. Cette approche globale qu'on connaît bien en Europe, mais qui est très absente à l'étranger. Merci beaucoup Audrey. Yves-Laurent, à vous, le mot de fin. Merci. 30 secondes, je ne sais pas. Je voudrais quand même 2 secondes faire le lien avec ce qu'on dit ici. D'abord, le sujet d'avoir des politiques globales, c'est clair, c'est vraiment un sujet. Je discutais avec un ministre d'un pays dont je citerai ni le continent ni le pays, auquel je disais il faut développer, il faut réguler, il faut s'occuper du secteur locatif. Le mec me dit le secteur locatif ça intéresse personne, les gens veulent être propriétaires. Quand on a regardé les caractéristiques de sa capitale, c'est 80% de locataires. On insiste énormément, et pour faire le lien avec le congrès HLM particulièrement, on insiste énormément sur la force du modèle du logement social et du logement locatif social. Pourquoi? Parce que un des problèmes des banques de développement, c'est la fragmentation, c'est-à-dire que c'est compliqué de prêter dans le logement parce que c'est des petites unités et qu'en règle générale, on préfère, pour des coûts de gestion, des tas de très bonnes raisons, financer un tram, financer une autoroute ou financer un truc où il y a un gros chèque à faire et un maître d'ouvrage clair, alors que pour le logement, c'est très très parcellisé. Donc, le logement locatif social, pardonne-moi, mais permet de centraliser le financement. D'autre part, il permet d'amortir sur le long terme d'amortir sur le long terme des investissements durables. Et troisièmement, il permet à des gens aussi de garder une certaine mobilité, une mobilité sociale par rapport à l'ancrage qui est celui de la pleine propriété du sol et du bâti. Je voulais vraiment dire ça parce que on a, et on ne s'en rend pas compte, toujours une force dans ce savoir-faire de maîtrise d'ouvrage, de gestion et d'accueil des populations sociales. On a un savoir-faire qui est un savoir-faire exportable ou au moins partageable, entre guillemets, et c'est pour ça que c'est important de le dire ici. Merci Laurent. Donc sans plus tarder, je vais passer le micro à mon collègue Laurent Guéquer, donc qui va enchaîner avec la séquence Europe. Merci chers intervenants. Et j'espère que les prises de parole ont pu vous éclairer sur ce que fait la France à l'international. Merci.